Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire dédié à la diversification des entreprises de l'aéronautique. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes pour laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter et on va commencer rapidement pour tenir l'agenda. Bon, bienvenue à tous. Je vous propose peut-être de commencer pour ne pas trop retarder votre agenda de la journée. Donc, bienvenue à ce webinaire dédié à la diversification des entreprises de l'aéronautique, intitulé « Renforcer mon entreprise aéronautique face à la crise ». Quelques petites préconisations d'entrée sur le webinaire. Donc, vous dire qu'en tant que participant, vous serez en mode muet, donc vous aurez l'écoute et le visuel de la présentation, bien entendu. Vous aurez la possibilité tout au long de la présentation de poser vos questions via le panneau de configuration sur votre droite. Et nous répondrons à l'ensemble des questions en fin de webinaire où on a dédié un temps de 30 minutes pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. En fin de webinaire, enfin suite au webinaire, on vous transmettra bien entendu la présentation que nous vous projetons aujourd'hui. Donc, l'agenda du jour. Donc, on aura une introduction réalisée par la région Occitanie, Madame Nadia Pelfig, vice-président à la région. Et on vous propose ensuite, donc, dans un premier temps, de se poser la question de la diversification. Pourquoi la diversification avec Monsieur Morvan, président de Fitworks. Ensuite, on poursuivra avec des opportunités potentiellement de marché, de secteurs que nous avons ciblés au travers d'une étude réalisée par Stratégie End du réseau PwC, Monsieur Luancy, qui nous présentera ses résultats. Et enfin, en troisième temps, on abordera la question et l'ensemble des différentes actions que nous allons mener pour vous accompagner dans une éventuelle diversification de votre activité. Pour l'heure, je vous propose donc de commencer avec Madame Nadia Pelfig, vice-président à la région Occitanie, en charge du développement économique, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Madame Pelfig, je vous... Merci beaucoup, cher Stéphane, merci et bonjour à toutes et à tous. Déjà, si vous êtes connectés à ce webinaire, c'est que vous essayez, malgré la situation et le contexte, de trouver des solutions et de trouver les bons points d'appui pour pouvoir garantir un avenir pour votre entreprise. C'est déjà un pas supplémentaire et je sais que vous en avez fait de nombreux depuis le début de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Ce webinaire, la région Occitanie l'a souhaité en partenariat avec le pôle Aerospace Valley, avec également notre agence de développement économique ADOC et puis bien sûr la mobilisation des services de la direction de l'économie et de l'innovation de la région Occitanie. Je veux toutes et tous vous remercier pour votre mobilisation ainsi que les intervenants de la matinée, Monsieur Pierre Morvan et Olivier Luancy notamment, mais aussi Philippe Walter pour le pôle et Jean-Philippe Mounier et Stéphane Blanchard pour l'agence de développement ADOC. Nous sommes tout à fait conscients et fortement mobilisés avec la présidente Carole Delga par la crise qui touche notre secteur aéronautique depuis quelques mois désormais. Ce secteur et cette filière aéronautique est majeure pour la région Occitanie. Bien sûr, elle est souvent perçue avec un tropisme fort
illustré sur l'aire urbaine toulousaine, mais ça va au-delà puisque vous êtes nombreux à être installés également au sein de la Mécanique Vallée, dans l'Aveyron, dans le Lot, dans le Gers, dans plusieurs de nos départements, et y compris dans la partie dite est de la région où il y a également des solutions de sous-traitance aéronautique dans d'autres départements qui étaient anciennement ceux de Languedoc-Roussillon. Vous êtes aujourd'hui plus de 700 entreprises dans l'industrie aéronautique, majoritairement des PME, ce que parfois les médias dans leur traitement ont tendance à oublier, faisant la place à vos constructeurs indispensables qui ont leur siège mondial, et c'est une chance en Occitanie, mais la réalité, ce sont 90 000 emplois qui tiennent beaucoup à ce secteur dit de la supply chain ou de la sous-traitance. Alors aujourd'hui, la crise à laquelle nous devons faire face prévoit un retour d'activité, une reprise d'activité qui sera lente, nous le savons, vous le savez, avec une reprise attendue 2025-2027. Au début de la crise, il était question de 2 ans. On sait que ça sera plus le cas pour les moyens courriers que pour les gros porteurs, mais aujourd'hui, les traductions, non pas pessimistes, sont quand même plus réalistes sur la reprise du trafic avec une baisse de charge d'activité d'environ 50% sur le territoire. Évidemment, il est absolument nécessaire pour nous, puissance publique, région Occitanie, d'agir et de réagir pour maintenir d'abord les emplois et les compétences dans notre territoire, puisqu'il ne faudrait pas qu'au moment de la reprise, nous soyons pleinement démunis et que cette activité reprenne finalement ailleurs dans le monde, puisque la concurrence, vous savez, est mondiale en la matière, mais nos compétences sont uniques ici sur le territoire. C'est une filière qui est fortement accompagnée par l'État ou par les collectivités territoriales, et pour la région Occitanie, on a mis en place ce que certains d'entre vous ont parfaitement identifié depuis le début des années 2000, des plans qui s'appellent ADER. Il y a eu ADER 1, aujourd'hui nous sommes sur le plan ADER 4. ADER 1, c'était 14 millions d'euros. ADER 4, ce sont 200 millions d'euros, un plan de 2017 à 2021 pour accompagner l'industrie aéronautique. Sauf que, évidemment, au moment où nous adoptons ADER 4, les problématiques ne sont pas les mêmes et nous accompagnons la filière sur les montées en cadence, puisque c'est cela le sujet qui se pose en 2017. Et au fil de l'évolution du secteur, la sous-traitance aéronautique, toutes ces PME, vous avez très majoritairement, très fortement investi au sein de vos entreprises pour accompagner cette montée en cadence, et les efforts de la supply chain ont été très importants en la matière. Et ça a été réalisé sur des hypothèses qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité en matière de montée en cadence, y compris parce que Airbus l'a signalé il y a quelques semaines, les montées en cadence, y compris imaginées de manière plus importante il y a de cela 2 mois, sont un peu plus timorées dans les dernières annonces. On est en surcapacité de production de 50% et face à un double mouvement qui est à la fois d'internalisation d'un certain nombre d'activités qui étaient jusqu'alors sous-traitées, notamment par les rangs 1, avec des inquiétudes très importante sur la charge de travail pour les rangs 2, 3 et 4 de fait. Et puis un autre mouvement qui est celui de risque de concentration de l'activité, avec des entreprises qui sont fragilisées, notamment au sein de leur trésorerie, et qui sont la proie, pour le dire de manière un peu crue, notamment d'investisseurs étrangers qui ne sont pas toujours motivés par le développement ou la sauvegarde de l'outil de travail, mais aussi par l'extinction de concurrents qui abîment de fait la chaîne de valeur. Donc, le rôle de la région, c'est d'intervenir de manière défensive sur notamment ces tentatives d'investisseurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre le fonds Impulsion avec des industriels et d'autres banques, et doté à 50 millions d'euros, pour lequel nous pouvons nous porter, nous investisseurs, au sein de PME pour éviter qu'elles soient la proie d'investisseurs vautours. Et puis, il nous faut, dans un travail plus large, c'est l'objet du webinaire de ce jour, travailler sur l'ouverture de nouveaux marchés
pour vos entreprises et sur de nouvelles créations de valeur, notamment dans la diversification de l'activité. On n'oublie pas que de 2009 à 2019, grâce à vous, à votre mobilisation et donc avant le Covid, cette filière a créé 10 000 emplois sur le plan national, que ce sont aujourd'hui 10 000 emplois qui ont disparu en moins de 6 mois sur le plan national et que pour la seule région Occitanie, nous en sommes à 4 200 emplois supprimés, ce qui altère très fortement nos compétences. Alors, l'objectif n'est pas de se laisser aller à une forme de fatalité ou de négativisme fort. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez bien envie de transformer l'avenir et d'essayer de trouver des solutions. Ça a été aussi, et c'est notre volonté. La présidente Carole Delga a proposé au vote, au-delà du plan ADER 4 dont je vous parlais, doté de 200 millions d'euros, un plan ADER exceptionnel qui là est doté de 99 millions d'euros et qui s'inscrit sur 3 volets que je ne vais pas détailler à cette étape, mais dont l'axe 1 est le maintien de l'emploi et des compétences avec une dotation de 35 millions d'euros. Ce sont par exemple des plans de formation qui s'appellent former plutôt que de licencier. Le terme est assez clair. Ce sont, pour le deuxième axe, des volontés de soutenir la production, la diversification, l'innovation, notamment vers un sujet qui plaît beaucoup médiatiquement, qui est celui de l'avion vert, pour lequel je m'efforce d'expliquer aux médias spécialisés comme généralistes que lorsqu'on parle d'avion vert, on ne parle pas que de motorisation hydrogène, par exemple, on en parle, mais un avion vert nécessite aussi des trajectoires de vol optimisées, donc des mobilisations de compétences dans l'IA, nécessite des avions plus légers et donc toujours de travail sur l'aérodynamie, l'aérostructure ou les matériaux composites, et qu'il s'agit là de secteurs d'emploi, de compétences où il y a des femmes et des hommes qui exercent déjà à haut niveau et dont l'emploi doit être absolument préservé en région. Le troisième axe, c'est la structuration financière des entreprises. Je n'y reviens pas, je vous en ai dit un mot avec le fonds Impulsion, mais c'est également nos interventions en matière de haut de bilan. Ce dont nous devons parler aujourd'hui et pour laquelle vous allez avoir un certain nombre d'interventions, c'est finalement la mesure 7 de ce plan ADER exceptionnel, celui de la diversification, avec la mise en place de parcours de diversification. Si je signale cette mesure, c'est qu'évidemment tous nos plans sont publics et vous pouvez les télécharger, c'est pour que vous puissiez vous y repérer. J'essaie d'appliquer la simplification dont tout le monde parle et qui est parfois peu au rendez-vous et qui est pourtant absolument nécessaire. Vous dire en matière de simplification aussi que tous les dispositifs d'aide de la région se trouvent sur une plateforme qui s'appelle le hub entreprendre la région.fr, mais dont les adresses vous seront redonnées évidemment par vos interlocuteurs de ce webinaire et qui sont parfaitement maîtrisés par notamment l'agence de développement économique. Pour nous, il y a un enjeu majeur à vous accompagner, à passer ce cap, et la diversification, pour nous, c'est un élément de stratégie pour vous aider en matière de survie, soyons clairs, mais également parce que vos compétences sont absolument indispensables pour développer des secteurs dans lesquels nous croyons, en matière de réponse aux besoins de nos concitoyens, que ce soit dans le secteur des marchés de l'énergie, dans celui du ferroviaire qui est en fort développement en région, ou sur des secteurs qui sont des relais de croissance en matière de localisation, de relocalisation d'un certain nombre de services industriels sur le territoire. Pour le parcours de diversification, on a bien conscience que vous avez besoin d'accompagnement en matière de connaissance des marchés et de potentiel de ces marchés. Vous pouvez légitimement vous interroger sur la manière de remobiliser vos compétences sur le marché de l'énergie, tel que je viens de vous le dire. Vous pouvez légitimement vous dire que si vous n'avez pas tous fait des masques et diversifié dans l'activité de masques, vous avez eu raison puisqu'il y a peu de garanties dans la pérennité de ce marché, de l'achat français de ce marché, ce que je regrette puisque c'est encore le prix qui fait la loi sur les achats à la fois des entreprises ou des collectivités et qu'on n'est pas certaine du débouché à long terme
si tout le monde se mettait dans cette diversification-là, même si on a eu quelques succès qui existent et qui demeurent en région Occitanie. Donc, vous accompagnez sur l'identification des marchés potentiels, vous accompagnez sur l'adaptation de vos technologies, sur les filières ciblées par du financement de projets de faisabilité qui sont dédiés. Vous accompagnez également dans la structuration de vos démarches commerciales avec des accompagnements de type conseil individuel ou par des actions collectives que c'est parfaitement mettre en œuvre, notamment l'agence. Et puis, qui dit nouveau marché, dit parfois adaptation de l'outil industriel, et nous pouvons vous accompagner financièrement, s'entend, en matière d'investissement matériel. Donc, tous ces accompagnements, ce sont des solutions que vous pouvez trouver auprès de nos collaborateurs et auprès de ceux du pôle. Dans les outils qui existent et dont je vous indiquais qu'ils sont présents sur le hub entreprendre sur le site de la région.fr, vous avez notamment un contrat qui s'appelle le contrat expertise, qui est une aide au conseil des PME, sur lequel on peut prendre en charge 50% du montant. Et certains d'entre vous ont d'ailleurs déposé des dossiers sur ces sujets. Moi, j'ai un encours de visa, c'est-à-dire de validation en tant que vice-présidente des sollicitations des dossiers, un montant d'un peu plus de 146 000 € sur la mobilisation de contrats expertise au moment où on se parle pour des entreprises de taille telle que les vôtres, et certains sont peut-être à l'écoute aujourd'hui et sont porteurs de projets sur ce sujet. On a également des parcours industrie du futur qui ont été déposés. Au moment où je vous parle, on a 23 dossiers pour un montant de 165 000 € qui ont été adoptés. Pourquoi je vous signale ce qui est déjà sollicité? C'est pour vous dire que ce dont on parle était minimum concret. Vous avez dans le temps qui est précieux et dans l'avenir de votre société pour lequel le temps est précieux dans les mises en œuvre, besoin de réponses tout à fait concrètes. Et donc, quand je vous indique les dossiers qui sont déposés, les mobilisations budgétaires qui y correspondent, c'est pour vous dire que les produits ou les offres qui vous sont proposées aujourd'hui, ce sont des offres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dès demain dans le dialogue à nouer avec nos conseillers et nos conseillères en matière de développement économique. De la même manière, certains d'entre vous ont trouvé des relais de croissance ou des marchés à l'étranger. Et le pass relance export est un pass qui permet de vous accompagner pour adresser de nouveaux marchés en termes d'espace géographique. Donc, au-delà de la diversification d'activités, il y a évidemment la diversification des marchés. Et quand le marché national se resserre, et dans ce marché national, le marché régional est important, vous le savez, il y a parfois des solutions qui se trouvent dans d'autres marchés, y compris outre-Atlantique, pour lesquels nous avons pu accompagner un certain nombre d'entre vous qui ont trouvé des relais de croissance assez précieux. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Vous remercier réellement sur l'investissement temps qui est le vôtre et le combat que vous menez finalement pour maintenir les compétences et les savoir-faire sur notre territoire, parce qu'à travers votre survie, c'est la survie de tout un territoire régional. Et donc, si on se mobilise, c'est bien sûr parce que c'est notre rôle dans cette volonté d'être utile, mais parce que nous savons qu'on a une interdépendance extrêmement forte où votre réussite est aussi la réussite d'un territoire régional. Et c'est important de vous dire au sens où nous en sommes pleinement conscients. Parce que beaucoup d'entre vous, même si vous êtes connectés, parfois vous hésitez à mobiliser l'aide publique. Parce que vous dites, je suis dirigeant d'entreprise, mon business, c'est les opportunités que je me crée, la force de valeur et les compétences de mes équipes sur lesquelles j'ai fortement investi. Et vous pensez soit que ça va être très long de monter un dossier d'aide publique, soit que, mince, vous n'avez pas développé votre activité pour avoir recours à l'aide publique. Et donc, moi, je veux vous mettre parfaitement à l'aise sur cette question-là. Nous avons besoin de vous pour pouvoir maintenir l'activité sur notre territoire. Et si nous développons des aides, c'est pas dans une logique d'assistance, c'est dans une logique de win-win très claire. Vous êtes à l'initiative, nous sommes là pour faciliter dans une période qui est particulièrement difficile pour tout le monde,
la possibilité de s'en sortir. Et tout le retard qu'on pourrait prendre, tout ce qu'on ne ferions pas sur le territoire, ça serait une distance que nous perdrions dans la concurrence mondiale. Sur ce terrain de jeu de la filière aéronautique, qui est une filière indispensable pour notre renommée, mais également pour nos emplois. Donc, plutôt que d'hésiter, c'est à moi de vous remercier de votre présence et de votre volonté de se battre et vous dire qu'on sera dans le combat à vos côtés. Merci beaucoup et bon travail sur ce webinaire. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, pour cette introduction très complète et qui montre bien effectivement la volonté de la région d'accompagner l'ensemble de la filière, quels que soient les sujets, les préoccupations des entreprises aujourd'hui. Et on est bien sûr là à vos dispositions pour vous y aider. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Pierre-Yves Morvan, président de Fitforce, cabinet de consultants spécialisé en management, en stratégie, en diversification d'entreprises, qui a longtemps œuvré au sein d'entreprises aéronautiques, grandes entreprises aéronautiques de la filière, mais qui aujourd'hui veut nous faire partager son analyse, son approche du sujet et aborder cette question de la diversification et de l'intérêt que cela peut représenter pour vous. Donc, je vous laisse tout de suite la main, monsieur Morvan. Merci, Stéphane. Deux points auxquels je dois répondre quelque part dans cette petite partie de présentation, c'est finalement, faut-il se diversifier? Et je pense qu'effectivement, Mme Pelfig a déjà donné une tendance, effectivement, qu'on comprend tous, mais je vais l'argumenter un petit peu plus, peut-être avec le point spécifique à l'aéronautique, et puis ensuite le point relatif à si oui, si on se diversifie, comment le faire? Parce que finalement, il faut rentrer ensuite dans le concret de la réalisation pour nous tous. Alors, en leur temps, j'essaye de changer pour le coup le slide, mais c'est de changer le slide. Normalement, il va me passer la main. Tout à fait. Je refais la manipulation. Désolé pour ce petit contretemps. C'est l'avantage du direct. Hein. Tout à fait. Vous devriez pouvoir le... Bon, c'est fait. Ouais. Donc, en leur temps, des entreprises étaient déjà promises à un très bel avenir, avaient des cadences qui étaient parfois tout à fait honorables, prévoyaient de grandir et faisaient l'objet d'un travail de qualité, artisanal. Et donc, les patrons de ces entreprises-là, qui faisaient ce joli type de matériel en leur temps, étaient tout à fait confiants. Parce qu'ils s'attendaient à un développement de leur business model. Finalement, quelques années, dizaines d'années, siècles plus tard, on s'aperçoit que ça reste un beau travail, mais les cadences sont plus réellement au niveau qui était attendu à l'époque, donc ont dû faire l'objet d'un peu de remodélisation. Alors, ce trait d'humour, c'est pour vous montrer que ce qui est vrai à une certaine époque, les plus ensuite, et il est toujours important de rester un petit peu maître de son avenir lorsqu'on est un A priori, sur Sur le sujet de l'aéronautique, si je reviens un peu et je vous laisse passer les points, je vous propose de refaire quelques minutes un pas en arrière et de se regarder avant la pandémie, avant qu'on soit touché par le virus, qu'est-ce qui se passait? Eh bien déjà, bien avant la pandémie, l'A380 avait été annoncé comme s'arrêtant. Et donc, c'est un produit qui, Airbus, pour des raisons de business, avait décidé de l'arrêter. Si on regarde le suivant, qui est le 747, de l'autre côté de l'Atlantique, lui aussi, il avait prévu de s'arrêter. Si on regarde encore le suivant, le 777, il était en train de changer pour faire le 777X. Et le 777X, les derniers 737-300 qui ont voulu être vendus n'ont pas pu être vendus. Le 330 Neo, bien avant la pandémie, le 330 tout court d'ailleurs, était déjà en baisse de cadence de manière assez significative. Et ce, bien avant la pandémie. Aujourd'hui, il est quasiment à l'étiage en termes de livraison. Si on regarde le suivant, qui était un peu le fer de lance, le 350, qui avait été promis pour tous ceux d'entre vous qui travaillaient sur la chaîne pour monter autour de 13 avions par mois, il a jamais réussi à dépasser globalement le 9 avions par mois parce que bien avant la pandémie, le marché était déjà saturé. D'ailleurs, le dernier, qui est le 787, lui-même était déjà en baisse de cadence bien avant les pandémies. Donc, le marché du wide body, bien avant la pandémie,
était déjà saturé, était déjà en baisse d'activité. Maintenant, si on regarde du coup les single L, puisqu'on en parlait souvent, et bien là aussi, bien avant la pandémie, on avait les 2 événements qui se sont passés avec le Boeing 737, faisaient que les compagnies avaient dû mettre 450 avions au sol, et puis Boeing, pour le coup, l'image d'après, devait lui-même arrêter sa peine et avait stocké l'équivalent de 400 avions aussi petit à petit, puisqu'il ne pouvait pas les livrer. Donc on se retrouvait avec finalement 1 millier de single L en moins sur le marché, et puis finalement, aucune tension sur le marché pour autant. C'est-à-dire que le dernier qui continuait à être livré, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Occitanie, qui était le 320 Neo, enfin la famille 320 globalement, et ben bien que tout le reste soit arrêté chez Boeing, et ben malgré ça, il n'y avait aucune tension sur le marché de l'occasion, le marché du leasing. Pendant ce temps-là, les constructeurs, que ce soit d'ailleurs les constructeurs d'avions ou les gros donneurs d'ordre, hein, les gros OEM, les gros équipementiers, eux continuaient à avoir une communication sur les évolutions de cadence, sur le besoin d'investissement, parce qu'eux-mêmes cherchaient à soutenir leur marché par une baisse de prix. Et pour soutenir le marché par une baisse de prix, vous demandez à toutes les entreprises de s'installer au Maroc, de s'installer au Mexique, c'est-à-dire de continuer à baisser les coûts, baisser les prix, même si le marché commençait à être, mais je veux dire, ils y croyaient eux-mêmes, hein, ils croyaient eux-mêmes que ça allait redémarrer, même si déjà il y avait des signes de saturation dans les compagnies aériennes. Si vous vous rappelez bien avant la pandémie, Air Berlin, Jet Airways, Wahoo, je pourrais en citer une dizaine d'autres, toutes ces compagnies aériennes étaient déjà en faillite. Donc on était sur un marché qui lui-même était saturé. Et donc qu'est-ce qu'a fait finalement, une fois encore, une crise, puisque la pandémie pour le coup n'était prévue par personne, je pense, j'imagine pas en monde, elle a fait finalement qu'accélérer et qu'amplifier de manière assez notable, même je dirais presque dramatique, un événement qui était déjà en cours, qui était une saturation, une pseudo-saturation du marché, mais qui avait drainé tous les capex des entreprises pour autant par des potentielles évolutions de cadence. Et on se retrouvait avec ces investissements qui avaient été demandés par les grands donneurs d'ordre pour installer des usines un peu partout dans le monde en zone low cost. On se retrouvait à assécher une partie de l'entreprise. Et évidemment, lorsque l'arrêt des livraisons fut venu, tout le monde se trouva évidemment bien dégoûté. C'est un peu le sujet dans lequel on est. Alors, ça paraît assez trivial, mais c'est quand même pour le remettre dans le contexte. Alors maintenant, page suivante, ensuite. Et ça sera pour reprendre un peu ce que disait Mme Pelfig il y a 2 secondes, mais vous avez globalement les optimistes. Les optimistes qui disent, alors on va trouver qui comme optimiste? On va trouver l'IATA, qui est le syndicat du transport aérien, qui lui a envie que ça redémarre. Alors est-ce que ça sera 2024, 2025? En tout cas, il donne une échéance, mais cette échéance, elle est quand même dans 5 ans, dans 4-5 ans. Elle est quand même à quelque chose qui n'est pas forcément court terme. Et puis vous avez ce que je vais qualifier de pessimiste. Donc on va retrouver un personnage que vous connaissez bien. Et elle, ce qu'elle dit, quand on va le retrouver? Jamais. Alors, elle n'est pas la seule. Vous avez évidemment la notion du climat, vous avez la notion du carburant, donc vous avez des réponses, effectivement l'hydrogène, les biocarburants, etc. Mais en attendant, vous allez trouver, et moi je serais bien mal placé pour dire qui de l'optimiste ou de pessimiste est celui ou celle qui va gagner demain. Je pense qu'on ne le sait pas de toute façon, et c'est pas forcément l'objet de ce sujet-là de faire de la prospective sur le sujet, sachant que tous ceux qui prévoient pour l'instant, globalement, se sont trompés. Donc, j'espère que ni les uns ni les autres, on arrivera à aller un peu de l'avant. Et puis, il y a un autre phénomène, qui est un phénomène qu'on est en train de vivre en ce moment nous-mêmes. C'est le phénomène du Zoom, du GoToWebinar, le phénomène du Teams et autres. Et cet impact sur le business du transport aérien, on n'est pas capable de l'instant T2. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait l'imaginer. Il y aura ou pas un impact? Quel va être l'enjeu sur le transport aérien? On en sait rien. Ma conclusion simplement là-dessus, c'est que diversification, oui, non, la réponse pour moi, évidemment, c'est oui. Il faut se diversifier parce que nous avons toujours intérêt, en tant que patron d'entreprise, à rester maître de notre stratégie. Lorsqu'on se fait diriger une stratégie, et c'est parfois agréable ou parfois même un peu sous l'obligation, par un grand donneur d'ordre, eh bien, on se retrouve effectivement par nature à répondre à ses objectifs, et c'est normal qu'il le demande. Enfin, je veux dire, faut pas c'est normal que chaque entreprise ait ses objectifs et qu'elle veuille que son réseau, sa supply chain y réponde, mais il faut être capable de rester maître de sa stratégie et donc de choisir ce en quoi on va partir, parce que sinon, on se retrouve avec tous les capex, tous les investissements, tout est drainé pour la baisse du coût du client, et en final, voilà, le jour, c'est toujours facile, hein, une fois que le tiercé a eu lieu, de donner la course dans l'ordre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut se dire qu'il faut rester maître de sa stratégie. Alors, si on va du coup derrière pour se diversifier, comment faire? La mauvaise question à se poser, c'est à qui vais-je vendre ma pièce aéronautique? C'est la mauvaise question parce que à partir du moment où on veut se diversifier sur un marché, on va devoir trouver par nature des nouveaux marchés. Alors, il y a plusieurs manières de se diversifier.
Il y a une manière qui peut être d'acheter une entreprise qui est sur un autre marché. C'est une manière, hein, c'est du faire du M&A, c'est de grandir dans ce contexte-là. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose de spécifique. Il faut d'abord avoir les moyens de le faire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut à ce moment-là néanmoins s'intéresser à ce marché. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'achète une nouvelle entreprise qu'on va savoir bien travailler dans ce nouveau marché. Il faudra s'accompagner, s'assurer que soit les hommes qui connaissent le marché restent, soit qu'on ait justement les compétences pour le traiter. Mais si on part sur un autre registre, qui consiste à dire que dans mon entreprise aujourd'hui, ex nihilo, je vais aborder un nouveau marché, et il faut savoir que chaque marché a sa spécificité. Alors, c'est des choses aussi simples qui se comprennent comme le volume. Si vous voulez, si vous êtes dans l'agroalimentaire, si vous êtes dans l'automobile, tout le monde le comprend bien. C'est pas les mêmes volumétries. En cycle de développement, vous avez des cycles de développement aujourd'hui dans l'aéro typiquement qui vont dire, on va dire, on est entre selon les produits entre 2 et 5 ans, là où vous allez trouver des marchés aujourd'hui où vous avez des cycles de développement de 15 jours. Vous allez trouver des prix, des niveaux de prix qui peuvent être d'un certain niveau ou de complètement différents. Le prix va être aussi un critère, la masse, la certification, les règlements. Chaque marché va avoir sa spécificité. Et il faut bien vous dire qu'aucun des marchés déjà existants ne vous attend. Surtout pas si vous avez des certitudes ou que vos process sont figés, puisque chaque marché a sa supply chain d'origine. Et donc, pour aller vers un nouveau marché, il va falloir comprendre quels sont les nouveaux problèmes auxquels sont confrontés ces marchés pour justement offrir une nouvelle réponse. Puisque la seule solution de se placer sur un marché sur lequel il existe déjà une supply chain, c'est évidemment d'amener quelque chose de différenciant par rapport à un problème. Donc, il faut repérer les problèmes pour y apporter une solution, pour être une solution. Et c'est sur ce travail-là que vous allez pouvoir justement vous positionner et vous placer. C'est vraiment un sujet important parce qu'il faut se diversifier puisque on voit que dans l'aéro, on va passer plusieurs années sans respirer. Passer plusieurs années sans respirer, c'est long. Donc, on doit y aller, mais on doit y aller en le préparant. Alors, ces marchés, ils existent. Il y a aujourd'hui pas mal d'activités qui demandent des nouveaux acteurs. Et c'est, j'en ai cité quelques-uns, vous en aurez d'autres, hein, bien sûr, qui pourront vous être présentés. Mais j'en ai cité quelques-uns et en particulier qui ne sont pas forcément loin de Chine. Vous avez aujourd'hui un marché qui est en pleine transformation et qui a besoin de nouveaux acteurs, c'est le machinisme agricole. Le bio aujourd'hui fait que l'ensemble des systèmes agricoles qui avaient été prévus, du machinisme agricole, qui était prévu pour être utilisé massivement avec du phytosanitaire et autres, et doit se transformer. Trouver des moyens d'ensemencement de terrain, trouver des moyens de sauvegarde des terrains. Là où vous avez aujourd'hui un bio qui demande à s'industrialiser, se mécaniser, il y a besoin de nouveaux acteurs sur ce marché parce qu'il y a besoin de en typologie de pièces, en termes de matériaux, en termes d'orientation des produits sur le terrain. Vous avez tout un tas de besoins là-dessus. Dans le sélectif et le luxe. Dans le sélectif et le luxe, on va dire c'est tout ce qui concerne un peu le parfumerie, cosmétique, etc. La France a un rôle quand même assez intéressant globalement au niveau mondial. Vous avez deux phénomènes qui se télescopent. Le premier phénomène, c'est l'arrêt du plastique vierge. Aujourd'hui, que ce soit par la loi, plutôt même, je dirais, encore poussé par les grandes maisons, par le fait qu'ils veulent absolument être exemplaires, on arrête le plastique vierge dans ce monde-là. Ça demande donc des nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux impliquent évidemment que ce soit des matériaux biosourcés, qui soient évidemment totalement recyclables, etc. Donc, nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux indiquent nouveaux process, nouveaux modes de production. Et puis, vous avez un second point qui pousse le RSE aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est le monde de la localisation en France. Aujourd'hui, toute une part de ces produits un peu simples et low cost étaient fabriqués à l'étranger, parfois même en Chine, en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, pour des raisons poussées par leur clientèle, poussées par nous-mêmes qui sommes aussi de l'autre côté de la chaîne, les clients de ces marques-là, de ces maisons, comme on dit, ces maisons-là aujourd'hui cherchent à repositionner en France toute une part de leur supply chain sur ces produits. C'est une autre opportunité. Donc, vous avez là-dessus les matériaux et la supply chain locale. Vous avez ensuite une industrie, je dirais les industries, qui sont toutes en pleine transformation. Et en particulier en transformation d'efficacité industrielle et de montée de la robotisation et des machines spéciales. Aujourd'hui, tout secteur d'activité, alors bien sûr, on connaît l'agroalimentaire, on connaît la pharmacie, on connaît l'automobile, tous ces secteurs sont en forte hausse de mise en place de machines spéciales pour remplacer, pour gagner en productivité, gagner en qualité. Les fabricants de machines spéciales aujourd'hui manquent de compétences, parfois sur des axes de fiabilité des composants, de qualité des composants, de digitalisation, de programmation. Donc, ils cherchent des partenaires pour
pouvoir les aider dans ces sujets-là. Et donc, ces activités de machines spéciales et de robotisation sont un fort vecteur de développement. Dernier point, vous en avez souvent parlé côté Occitanie, ça va au-delà de l'Occitanie, mais en particulier en Occitanie, il y a des secteurs qui se développent et donc toute une partie de ferroviaire qui se développe. Aujourd'hui, le ferroviaire, il est lui-même amené à devoir fiabiliser ses produits parce que, comme on est tous usagers, on a tous l'occasion de voir parfois qu'il y a quelques petits soucis de fiabilisation sur les produits. Je ne parle pas des horaires, de la tenue des sujets, mais en attendant, les constructeurs sont engagés, y compris régionalement, pour développer la fiabilisation de ces produits. Et puis, on a des nouveaux services qui se mettent en place, qui vont demander des nouvelles technos, des nouveaux modes. Vous avez tout simplement des trains de nuit. À partir du moment où on fait des trains de nuit, il va falloir réadapter complètement. On ne fait plus de trains de nuit depuis des dizaines d'années, j'ai envie de dire, et surtout le confort attendu des usagers ou des clients, j'oserais dire, n'est plus le même. Donc, il va falloir réadapter. Donc, ces nouveaux services, en fait, c'est sur ces nouveaux créneaux. Ça, je vous ai cité le bio, le RSE, la digitalisation, la fiabilisation, les nouveaux services. En fait, tous ces sujets-là posent des nouvelles questions. Je ne dis pas des problèmes, parce que c'est des opportunités de business, ces sociétés-là, mais ça leur pose des questions. Et donc, c'est en proposant des réponses à ces questions qu'on peut se placer sur ces marchés. Alors ça, c'est sur la partie quel marché existe, et je sais que celui-ci vous parlera d'autres sujets. Après, il y a comment. Comment est-ce qu'on peut justement arriver sur ce sujet? Alors, en conseil, moi, je vous dirais vraiment, un des points importants, c'est de structurer votre démarche. Il vous faut commencer par structurer la démarche parce que finalement, diversification, ça ne veut pas dire dispersion. Et donc, diversification, vous avez, enfin, je pense que Madame Pelfig disait tout à l'heure, vous avez un temps qui est précieux, vous avez un temps qui est important, vous avez des équipes qu'il faut savoir focaliser. Donc, diversification, ça veut dire structurer sa démarche. Vous avez 3 points dans la structuration qui sont toujours un peu les fondamentaux. Quel process je vais utiliser? Quels hommes, les équipes, quels hommes et femmes de mon entreprise ou de l'extérieur je vais pouvoir engager là-dessus et quels outils, quels méthodos, quel mode de suivi. Donc, ce qui est important, déjà, et c'est le fait que vous soyez connecté aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une bonne, c'est déjà passer en mode écoute. Qu'est-ce qui peut exister? Développer son réseau. Ça peut être des réseaux d'entreprise, ça peut être son réseau aussi au sein même de son entreprise. Hein, parce que vous avez souvent dans les équipes, s'il faut utiliser ces équipes et ces talents, vous avez souvent des personnes qui peuvent être riches intellectuellement dans les équipes et déjà les amener à participer à cette réflexion. Il y a pas, enfin, moi je trouve en tout cas qu'il n'y a vraiment pas de honte. Au contraire, à dire à ces équipes, écoutez, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on ouvre ces points, quelles sont les idées. Il y aura peut-être un peu de tout et comme toujours, il faut qu'on ait laissé, mais ça génère aussi un embarquement et il est important que les équipes embarquent ce changement avec vous et le voient comme un élément positif. Et donc, quand je disais donner envie, quand je vous mets donner envie sur la planche, c'est qu'il est vraiment important de se dire que c'est une opportunité, qu'on va de l'avant. Rien n'est sûr, rien n'est certain, mais finalement, tous ces sujets du bio, du RSE, des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de production sont des sujets quand même assez passionnants qui peuvent embarquer les équipes. Donc, en conseil aussi, éviter surtout la dispersion technique et géographique, c'est-à-dire faut éviter le carpet bombing de partir dans tous les sens, parce que surtout on se retrouve vite débordé par les idées et finalement on a du mal à générer de la focale à la fois en interne mais aussi vis-à-vis de ses interlocuteurs. Il faut que l'interlocuteur que vous allez accrocher sur ces nouveaux marchés sente que vous soyez capable d'aller un peu plus profond dans le sujet et puis de co-investir et d'aller de l'avant. Donc, moi, en conclusion, je dirais, le marché aujourd'hui, la diversification, elle est nécessaire. Je pense que, quels que soient les optimistes ou les pessimistes, ça va être long. Et c'est pas les marchés militaires ou budget ou hélicoptères qui ont d'autres tactiques de développement qui vont pouvoir développer ça, même s'il y a toujours des opportunités. Il faut pas être regarder, mais c'est pas ces marchés-là qui vont soutenir. Donc, il est important de se diversifier. Les marchés existent. Il y a des entreprises qui attendent de soutenir ça. Donc, je pense que c'est vraiment le moment d'identifier ces combats et d'engager l'action, et puis de faire en sorte que ça se passe derrière. Voilà. C'est un message en tout cas de diversification. Oui, comment le faire, structurer votre démarche et vous avez l'avenir devant vous. Merci beaucoup, Monsieur Morvan, pour avoir partagé cette approche-là justement de la diversification de la situation du secteur aéronautique. Puis on retiendra des mots forts que vous avez employés sur rester maître de sa stratégie, identifier vos combats, apporter des solutions lorsqu'il y a un besoin et une problématique, et que avec les différents enjeux qui se présentent à nous à l'avenir, quel que soit le secteur d'activité,
c'est autant d'opportunités que l'on pourra adresser à l'avenir. Encore merci et je vous rappelle, n'hésitez pas que si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité dans notre configuration sur votre droite de les indiquer et on y répondra bien évidemment en fin de webinaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à Olivier Luancy, donc qui est associé chez le cabinet Stratégie M, qui est une entité de conseil en stratégie du réseau PwC, et qui va nous présenter une étude qui a été réalisée récemment ces derniers mois par le cabinet PwC liée à la relocalisation et la problématique de sécurisation des approvisionnements, qui vont montrer que par rapport à cet équilibre entre en tout cas les tendances par rapport aux importations qui étaient réalisées jusqu'à présent, il y a une vraie volonté des grandes entreprises françaises de sécuriser un certain nombre d'approvisionnements sur le territoire français. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Luancy qui va nous présenter plus précisément cette étude et cette approche et ces opportunités. Bon, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai peut-être eu l'occasion de croiser un certain nombre d'entre vous il y a un an et demi, puisque j'animais le programme Territoire d'industrie et j'ai eu l'occasion de venir dans un certain nombre des territoires d'industrie d'Occitanie et notamment qui ont une histoire avec l'aéronautique, que ce soit la Mécanique Vallée ou bien Pau, Lac et Tarbes. Le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que il y a aujourd'hui et il y aura dans les mois et les années à venir beaucoup d'opportunités de diversification pour vous. J'ai l'intime conviction qu'on est dans une phase de reconquête industrielle. Le terme que j'aime bien, en fait, c'est même renaissance industrielle. C'est pas un mouvement qui a été lancé simplement par la crise avec une carence de masques, de respirateurs, de vaccins. C'est quelque chose qui vient de loin. Depuis une dizaine d'années, la France tourne autour du sujet. Il y a eu le premier temps qui est autour des années 2010 avec la crise financière, qui est un peu le marqueur, mais surtout le fait que le modèle selon lequel la Chine resterait l'atelier du monde et que nous, on aurait les laboratoires, le design est complètement tombé pendant la décennie 2010, puisque c'est la décennie pendant laquelle, par exemple, la Chine a fait son TGV et que le modèle qui nous avait nourris peut-être à partir des années 80, on en voyait véritablement la limite, sinon la vanité. Et puis depuis 10 ans, on tourne autour du sujet et clairement la crise qui se déroule aujourd'hui sanitaire, et j'ai parlé des implications en termes d'approvisionnement d'appareils de santé, va en conséquence en déclencher d'autres. Il y en a une aujourd'hui sur les puces, les puces électroniques, et on va découvrir à l'aune de ces crises la vulnérabilité dans laquelle on est rentré en termes industriels. Et je crois réellement à un mouvement assez massif de relocalisation d'activités pour les sécuriser. Je vais décrire un peu ce mouvement et essayer de vous faire une petite cartographie d'opportunités que vous pourriez avoir. Mais peut-être avant de dire que ce mouvement-là, il n'est pas le seul. Il y en a 4 au moins qui structurent et que l'intervenant précédent a évoqué, qui structurent cette renaissance industrielle. Il y a les relocalisations. Si on veut les quantifier, pour parler de gros chiffres, je sais qu'ils peuvent paraître énormes, mais juste pour donner des ordres de grandeur, la relocalisation, c'est environ 10 à 20 milliards d'euros de valeur ajoutée qui peuvent être attendus. Il y a toute une série aussi d'activités nouvelles qui vont arriver. Je ne vais pas en parler, mais je veux les mentionner. Et je vous recommande de lire le rapport qui a été écrit sous l'égide, par exemple, de Monsieur Potier, le président d'Air Liquide, et qui décrit les nouvelles industries les industries de demain sur lesquelles la France peut se positionner. L'exemple emblématique pour qu'on ait quelque chose de concret, c'est l'hydrogène, par exemple. Voilà, l'hydrogène, une industrie de demain sur laquelle on peut se positionner. Ça vaut 35 à 40 milliards d'euros de valeur ajoutée, pratiquement le double des relocalisations. C'est les estimations qui sont faites. Et puis, comme ça a été évoqué plus tôt, vous avez la digitalisation des industries existantes avec des gains de productivité fantastiques qui est lancée. On l'a vu dans les appels d'offres, l'appel à projets auquel vous avez peut-être candidaté de France Relance, un boom fantastique des projets de modernisation de l'outil productif, 7000 demandes posées. Alors, hélas, la rançon du succès, c'est que les instructions sont encalaminées et sont engorgées, qu'il va falloir rallonger les lignes budgétaires.
mais ça, c'est le marqueur d'un nouveau marché possible pour vous. Encore une fois, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il faut que vous l'ayez en tête, et qui peut peser, c'est une autre estimation, 10 à 15 milliards d'euros là, de chiffre d'affaires par an sur la modernisation de notre outil productif avec des nouvelles machines. Dernier point que ça a été évoqué, c'est la transition environnementale, pardon. Il n'y a pas de chiffre réel sur le sujet, ça aura un coût pour certaines entreprises, c'est des opportunités pour d'autres. C'est sans doute un sujet économiquement plus clivant sur lesquels on n'a pas d'éléments. Sur la sécurisation, nous, on a étudié 4 secteurs qui sont les sécurisations des approvisionnements, qui sont les bulles en bleu que vous voyez sur ce graphe, et qui essayent de dire quels sont les secteurs sur lesquels on est les plus exposés. Vous avez en bas un indice d'import, et par exemple, sur les produits électroniques et informatiques, on dépend à 80% dans certains secteurs, la 60% sur la moyenne, d'importation, ce qui est une illustration de notre vulnérabilité. Dans certaines parties de la pharmacie ou de l'industrie, qui est la grosse bulle, on retrouve les mêmes niveaux de dépendance et donc de vulnérabilité. Comment on a essayé d'approcher ce sujet? On peut passer au slide suivant, c'est peut-être, voilà, c'est très bien. Premier point de cette étude, et qui, je crois, pour vous, doit être une conviction, il ne faut pas réfléchir par filière. On a une habitude en France de réfléchir par grande filière et en disant je suis dans telle filière, je vais aller dans l'autre. Je crois qu'il faut descendre un cran en dessous et aller à la catégorie de produits. Demain, il y aura des opportunités de sécurisation d'approvisionnement et de relocalisation en France, mais qui ne se feront pas sur toute la filière. On ne va pas relocaliser toute la filière de l'automobile parce qu'il y a des parties qui sont à faible valeur ajoutée sur laquelle la France ne sera pas compétitive, en tous les cas dans un avenir prévisible. Et donc, par contre, il y a d'autres parties. On pense par exemple à l'électronique de puissance qui se branche derrière la batterie. La batterie elle-même est un autre sujet sur lesquels il y a sans doute des opportunités. Donc, il ne faut pas regarder un marché sous le sens filière, mais descendre réellement au niveau de la catégorie de produits. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a regardé toutes les importations de ces 4 grands secteurs. Ça pèse 380 milliards d'euros, près 70% des importations françaises. Et on a analysé toutes les catégories recensées alors par l'administration. C'est une définition administrative qui a ses forces et ses faiblesses. Elle a sa force d'avoir une documentation chiffrée derrière sur les importations. La faiblesse, c'est que ça ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle dans l'échelle de valeur. Mais on les a analysées toutes. Et on a d'abord sélectionné 113 catégories de produits qui sont, au vu des chiffres, qui posent une question en sécurité d'approvisionnement. On a dit, est-ce que c'est monopays? Est-ce que c'est un marché qui est en tension? Est-ce que les relations avec les pays fournisseurs sont des relations géopolitiquement tendues? Voilà. Ça, c'est une analyse de chiffres qu'on a fait. Et on est absolument convaincu que les analyses de chiffres ne se suffisent pas elles-mêmes. Et on a demandé à des directeurs d'achat, donc c'est les directeurs d'achat des grands donneurs d'ordre, d'un Safran, d'un Thales, de Orange, de laboratoires pharmaceutiques dans tous les secteurs, de lire cette première réflexion sur 113 catégories et de nous donner leur tiercé à eux, leur sélection à eux, et ça a donné lieu à 58 catégories qu'on a qualifiées de propices et prioritaires pour des relocalisations. Autant d'opportunités pour vous que je vais vous détailler. Juste pour finir sur les grands chiffres, parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut avoir conscience de l'ampleur du mouvement qui est devant nous, hein, en même temps que de la diversité des opportunités. Si on regarde ces 58 catégories qui ont été fléchées par les directeurs d'achat, les gens qui directement ou indirectement signent des contrats avec vous, ça pèse 115 milliards d'euros. Si on se dit qu'on est capable en France de relocaliser à peu près 20%, hein, c'est un pied de marin, si vous me passez l'expression, c'est un potentiel de 75 000 emplois directs et de 200 000 emplois indirects. Ça, c'est juste pour donner un marqueur de l'ampleur. Juste sur ce chiffre de 100 milliards d'euros, il y a un autre cabinet international qui a fait une étude pour la France et qui, lui, est tombé sur un chiffre de marché potentiel de 100 milliards d'euros. Quand on est deux à dire à peu près la même chose, on a sans doute un peu moins de chances de se tromper, ces études étant quand même les premières qui peuvent exister sur ce potentiel de relocalisation. Encore une fois, la relocalisation est un des 4 mouvements, à mon avis, qui structurent cette renaissance et cette fondation industrielle dans laquelle vous pourrez trouver des opportunités. Alors, rentrons justement dans le détail un petit peu.
Alors, je vais vous les présenter un peu dans l'ordre avec lesquels on a travaillé. Hein. Encore une fois, l'électronique, pour vous démontrer la manière de travailler, on a travaillé avec la directrice des achats de Legrand et le directeur des achats de Orange, qui ont animé un groupe de travail de directeurs d'achat pour être concret, pour être dans la vérité des donneurs d'ordre, dans leur réalité de tous les jours. Et nous avons, avec ce groupe de travail, établi une planche qui suit, qui vous donne une série de sujets sur lesquels il y aura très vraisemblablement des relocalisations. J'ai parfaitement conscience que ça ne correspond pas nécessairement au marché que vous allez cibler, ni aux compétences que vous avez. Donc, encore une fois, l'objectif n'est pas de vous proposer une solution. D'ailleurs, ça a été dit, la solution, elle viendra de vous, de la façon dont vous vous engagerez, les choix que vous ferez. C'est juste l'idée de vous montrer un panorama et de la diversité, de l'ampleur et aussi de la granulométrie de ces opportunités. Alors, par exemple, sur les produits électroniques, hein, on retrouve, là vous le voyez sur la deuxième colonne, les batteries dont on parle beaucoup, hein, avec l'idée de ces gigafactories où il y a au moins 2 initiatives en France qui sont en cours, liées à des grands donneurs d'ordre parce que c'est les constructeurs. Et puis, vous trouvez également qu'ils mettent assez haut, on voit ça sur la première colonne, tout ce qui est les composants semi-conducteurs, diodes, et, en dehors des puces électroniques, des circuits intégrés qui sont encore un autre sujet. Voilà un petit peu, les classifications sont faites par les directeurs des achats de ces grands donneurs d'ordre eux-mêmes. Hein. 5, c'est-à-dire ils considèrent qu'aujourd'hui, ils ont réellement un besoin avéré de produits dans cette catégorie Made in France pour plusieurs raisons. Alors, ils ne trouvent pas, des fois, c'est en question des technologies. Des fois, il y a des niches de technologies sur lesquelles on ne met pas. Des fois, c'est des questions de quantité. Il n'y a pas assez de capacité en France. Les directeurs des achats sont conscients qu'il faudra payer un peu plus cher en général, hein, c'est une règle générale, pour acheter du Made in France, mais ils y trouveront leur compte en sécurisation d'approvisionnement, en respectant leur engagement de RSE, hein, moins de transport, plus de proximité, également en protection de l'innovation. C'est véritablement les 3 motifs qui nous ont avancés. Et juste pour le mentionner sur la droite, parce que nous avons étudié, nous, plutôt les produits, et les directeurs d'achat sont venus aussi, et vous le voyez sur la colonne de droite, avec des questions de service très fréquemment. Ça, c'est leur apport, hein, c'est leur contribution extrêmement différenciante sur ces sujets. Ils nous ont dit oui, c'est très bien, on a besoin de composants, on a besoin de batteries, on a un sujet de circuit intégré. Cette étude a été faite au premier semestre et on a la crise aujourd'hui sur les puces. Mais en même temps, on a besoin de services. Et juste pour l'illustrer, on peut prédire qu'on aura à un moment donné une crise sur la cybersécurité. Nous n'avons pas assez de fournisseurs de cybersécurité français. Et si à un moment donné, il y a des attaques massives et que ces fournisseurs-là doivent faire leur choix, comme aujourd'hui les fournisseurs de puces électroniques taïwanais font le choix de leurs clients, eh ben, on aura sans doute, on peut se préparer à une crise assez sérieuse sur ce type de service. Voilà une première planche d'illustration. On va passer à la deuxième. Hein. Même méthode de travail. Si on peut avancer. Voilà. Alors, ça, c'est sur l'industrie et les process d'assemblage. Même méthode de travail. On a travaillé avec des directeurs d'achat. Il y a eu un qui a représenté le groupe des directeurs d'achat. C'est celui qui a le directeur des achats d'Eramet, mais autour d'un groupe d'une dizaine de personnes. On va passer directement à la planche. Même chose, hein, ces planches vous seront fournies, donc vous pourrez les regarder, juste illustrer quelques points. Alors, cette planche, il faut, je crois, être assez honnête sur le sujet, c'est des études un peu pilotes qu'on a faites, démontrent un peu la limite aussi de l'étude. On a certaines catégories qui sont largement trop grosses pour fournir des indications opérationnelles. Première colonne, avant-dernier point, par exemple, vous avez autre équipement automobile. C'est un marché d'importation de 15 milliards d'euros en France. Dedans, il y a des choses qui sont des potentiels pour une diversification, pour une relocalisation. Il y en a d'autres qui n'en sont pas. La catégorie en tant que telle est largement trop vaste. Je vous donne juste un exemple de sous-catégorie là-dedans. Il y a sans doute un potentiel en France pour relocaliser les enjoliveurs de roues, qui sont des pièces d'alu embouties de manière extrêmement précise. C'est
c'est un marché de niche qui se cache là-dedans et que cette étude n'a pas permis de mettre en avant de manière systématique. Et donc, il y a encore sans doute un travail d'affinement à faire, de même que quand vous regardez des catégories comme métaux précieux, là c'est sur la droite, dernière colonne au milieu, avec des volumes d'importation de 11 milliards. Il faudrait sans doute descendre en dessous de la catégorie administrative des douanes, hein, qui nous a permis de faire ce travail de quantification et aller chercher plus finement les segments, les sous-catégories qui servent. Voilà. On trouve naturellement dans les demandes des directeurs d'achat hein, pour développer une offre Made in France. Deuxième colonne, troisième point, les moteurs électriques et tout ce qui est la transmission de puissance. Ça, c'est sans doute des sujets sur lesquels certains d'entre vous ont des compétences et peuvent trouver des thèmes de diversification, des cibles de diversification. Il y a également tous les services d'usinage de métaux et de fabrication additive. Là, vous voyez la petite étoile qui figure à côté de ces catégories. Ce sont des catégories qui ne figurent pas comme telles dans les nomenclatures douanières, donc nous n'avons pas analysé en phase 1, mais qui ont été apportées en contribution à cette étude par des directeurs d'achat qui recherchent aujourd'hui, donc de ces grands donneurs d'ordre, ce type de service, ce type de produit dans le marché français, encore une fois, pour des raisons de sécurisation, de réactivité, de bilan environnemental ou de protection de l'innovation. On peut continuer peut-être sur d'autres planches. On va s'éloigner un peu de votre cœur de métier, mais un autre message que je voudrais faire passer, c'est que dans tous les secteurs, vous pouvez trouver des opportunités. Alors, sur la santé, pharmacie, pareil, on a travaillé avec le directeur, un des anciens directeurs d'achat de Sanofi et le directeur de la centrale d'achat d'une des deux centrales d'achat des hôpitaux français. Alors, sur la santé, vous trouvez naturellement des produits peut-être assez éloignés de vos savoir-faire d'aujourd'hui, hein, des produits liés aux antibiotiques, à la chimie fine de la pharmacie. Mais je voudrais juste signaler pour vous, c'est pour ça, pour illustrer l'ouverture d'esprit, à mon avis, avec laquelle il faut aborder cet exercice, tout ce qui est autour des dispositifs médicaux, où, comme par exemple, on a une véritable demande aujourd'hui, et c'est un métier de plasturgie fine, peut-être certains d'entre vous ont ces compétences, autour des seringues ou des auto-injecteurs. Aujourd'hui, c'est une catégorie de produits sur lesquels les laboratoires pharmaceutiques français dépendent beaucoup d'un seul fournisseur et sont en souhait de diversifier leur approvisionnement. Voilà, donc là, il y a clairement une opportunité pour des savoir-faire de plasturgie. Alors, à adapter, comme ça a été dit précédemment, et je souscris tout à fait, à un marché qui est celui de la pharmacie, qui est très exigeant, je veux dire, peut-être de manière comparable à celui de l'aéronautique, mais avec des normes et des pratiques qui sont différentes et dans lesquelles il faudra rentrer, il faudra s'adapter à ce marché-là. Il y a aussi tout ce qui est autour des robots chirurgiens, avec encore une fois, peut-être certains d'entre vous qui ont ces compétences en robotique automatique et avec des débouchés auxquels vous ne penseriez pas initialement peut-être autour d'autres métiers dans d'autres zones. Ce que je ne mentionne pas ici sur la filière pharmaceutique, et je vous l'ai dit au départ, c'est toute la transformation de l'outil productif pharmaceutique hein, qui a besoin de se digitaliser comme tous les outils productifs, de se moderniser. Et là encore, je l'évoque parce que ce n'était pas au cœur de l'étude, mais en termes de machines-outils d'automatisation, ce sont des secteurs qui ont du besoin au titre de ce qu'on a appelé l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, cette troisième catégorie de transformation de l'industrie dont je vous parlais. Et donc, c'est des secteurs à explorer peut-être sur leurs produits ou sur leurs entrants, mais également sur la contribution que vous pourriez avoir dans la modernisation de l'outil productif de la pharmacie. Et puis, on va aller sur la dernière planche, qui est celle de l'agroalimentaire. Hein, même chose, on a travaillé avec un directeur d'achat, là c'est le directeur des achats de Fleury-Michon, qui a animé et piloté le groupe de travail avec une dizaine de directeurs d'achat. Encore une fois, j'ai parfaitement conscience, on n'est pas forcément très proche de vos savoir-faire initiaux. On s'est beaucoup focalisé sur les intrants agroalimentaires, donc je ne vous propose pas ici, c'est pas mon propos, de vous diversifier sur des produits d'entrants agroalimentaires, les fruits ou d'autres vitamines, protéines d'origine végétale. Je vous signale quand même deux éléments
caractéristiques. Le premier, ça a été évoqué, il y a un vrai sujet dans toute l'agroalimentaire sur les emballages recyclés, parce que les emballages plastiques, voilà. Donc, si vous êtes certains d'entre vous d'avoir des compétences en plasturgie, je vous assure que là-dessus, il y a des opportunités fantastiques. C'est vrai pour les barquettes, les pots de yaourt que nous utilisons. On a évoqué le luxe précédemment, mais c'est vrai, par exemple, c'est une étude que l'on fait aujourd'hui sur les films de palettisation. Et donc, à travers toute la variété des produits plastiques que nous utilisons, notamment dans l'agroalimentaire, mais pas seulement, il y a des échéances législatives européennes très fermes à 2025 et 2030. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs réellement positionnés pour répondre à la demande, notamment des grands donneurs d'ordre de l'agroalimentaire par rapport à leurs besoins d'emballage recyclé qui répondent aussi, et c'est un véritable défi technologique, à leurs exigences en termes d'hygiène, de transparence et de marketing pour pouvoir mettre une belle marque et une belle photo sur le paquet en même temps. Dernier point sur cette filière-là, comme je vous l'ai dit sur la pharmacie, ça ne fait pas partie de notre étude, mais je veux le mentionner. Il y a un enjeu sur tout ce qui est la machinerie agricole et la modernisation de ce secteur-là. Nous avons commencé une étude d'ailleurs avec les instances de développement de l'Occitanie sur ce secteur-là. On ira sans doute plus loin, mais il y a un véritable enjeu d'apporter des savoir-faire de robotisation, d'automatisation, de digitalisation dans ce secteur-là sur l'aspect outils productifs. Comme la pharmacie, ce sont deux secteurs, et là je parle bien du secteur, dans lesquels il y a un besoin de modernisation qui est criant et qui appelle à beaucoup d'énergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisserai peut-être avec un dernier message. Vous avez compris, des opportunités, il y en a en volume. Elles sont très nombreuses et très diversifiées. Il vous faudra les choisir sans vous perdre, sans trop démultiplier les lièvres. Et puis, retenez aussi peut-être ce dernier message, plus d'expérience que de sortie de cette étude. C'est l'image que j'aime bien du boulanger qui devient chimiste ou du chimiste qui devient boulanger. Pour vous diversifier, vous pouvez aussi capitaliser sur les compétences. On a l'habitude, vous êtes dans un secteur, l'aéronautique, vous allez vous tourner naturellement vers le ferroviaire ou même vers l'automobile. Un certain nombre des sous-traitants aéronautiques sont venus il y a quelques décennies de l'automobile. Certes, c'est des potentiels pour vous, mais en fonction de vos compétences, les compétences que vous avez, ce que je souhaitais illustrer, c'est que vous pouvez trouver des opportunités dans des secteurs que vous n'auriez peut-être pas imaginés au départ, fondés sur vos savoir-faire et vos compétences, qui peut être un point clé sur lesquels vous basez vos choix de diversification. C'est un critère parmi d'autres. L'attractivité du secteur, son développement et bien entendu son équation économique, le niveau des prix dans ce secteur en seront d'autres. Hein. Ça, c'est des études stratégiques classiques que vous serez amené à faire, mais réfléchissez aussi aux compétences que vous avez et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans des secteurs auxquels initialement vous n'auriez peut-être pas pensé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Yuancy. Et effectivement, ce que vous dites est très vrai. Hein, l'approche en secteur d'activité n'est vraiment pas suffisante. Il faut descendre dans les chaînes de valeur, dans les catégories de produits ou sous-catégories de produits, et croiser ça avec l'analyse de ses compétences pour pouvoir identifier le bon marché sur lequel se développer. Bon, encore une fois, je vous le précise, n'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra en fin de webinaire. Donc, on va passer à la troisième partie de ce webinaire, donc pour vous présenter le plan d'action régional d'accompagnement des entreprises dans une diversification d'activités qui s'insère, comme l'a dit Madame Pelchig en début de séance, dans le cadre du plan de relance régionale de la région Occitanie, autour d'une équipe et d'un partenariat, notamment Ad-Hoc et Aerospace Valley. Donc, on fera cette présentation à trois voix avec Philippe Walter, qui est directeur délégué au sein d'Aerospace Valley, Jean-Philippe Mounier, donc, de l'agence Ad-Hoc, autour de la table, ici présent, chargé de mission sur les matériaux et procédés. Moi-même, donc chargé de mission aéronautique à la direction de croissance de l'agence Ad-Hoc.
Il est important aussi de mentionner la présence, que je n'ai pas fait en début de webinaire, de Philippe Baillet, qui est autour de la table aujourd'hui, qui pourra aussi répondre à vos questions, qui lui est principalement orienté sur les aspects export et attractivité, implantation d'entreprise sur le territoire régional. Et une dernière personne peut-être qui je pense qu'il faut citer parce qu'elle œuvre beaucoup et grand nombre d'entre vous la connaissent, c'est Irène Marie-Lestrade de la région Occitanie, avec qui nous travaillons tous étroitement et qui nous a aidé à construire l'ensemble de ces actions-là. Donc, vous dire que aujourd'hui, on va vous présenter un plan d'action et une démarche d'accompagnement que nous avons structuré, mais nous avons conscience de la situation que connaît le secteur aéronautique depuis pratiquement un an aujourd'hui, et nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions pour vous y accompagner. On peut citer notamment les défis énergie qui ont été réalisés en partenariat avec le comité stratégique de filière nouveau système énergétique au niveau national, avec les grands donneurs d'ordre de la filière et qui visait à aborder les problématiques et voir les réponses que les entreprises de l'aéronautique pouvaient apporter. Nous avons organisé aussi des webinaires sur l'éolien flottant à 2 reprises en partenariat avec Aerospace Valley. Un webinaire sur la diversification dans le ferroviaire où on a fait intervenir des donneurs d'ordre comme CAF ou Alstom ou la Fédération du ferroviaire au niveau national pour vous présenter les opportunités, la structuration de la filière. C'est des choses importantes que l'on fera et sur lesquelles on reviendra sur d'autres secteurs d'activité tout au long de l'année. On a aussi organisé des ateliers dans le domaine de l'énergie, et donc dans les sous-domaines de l'énergie qui sont l'hydrogène, l'éolien ou la méthanisation dans le cadre des rencontres de la Mécanique Vallée au mois d'octobre. Et enfin, plus récemment, au mois de janvier, le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation et le pôle Aerospace Valley ont mis en place une journée dédiée à des conférences sur le volet équipement et machinisme agricole et qui étaient suivies de B2B. Aujourd'hui, on va prolonger cette dynamique-là pour vous accompagner dans ces démarches. On vous présentera en suivant une partie plus collective sur laquelle on dédie aujourd'hui le webinaire, mais quand même vous dire, comme l'ont pu le faire remarquer les intervenants au préalable, c'est que cette démarche-là, il est important qu'elle soit quelque part individuelle et basée sur votre propre évaluation, analyse de votre potentiel, et ça viendra de vous. La solution viendra également de vous, et on cherche et on souhaite vous accompagner dans ce parcours-là. Madame Pelfig a cité un certain nombre de soutiens que l'on vous apportera. On peut citer un autodiagnostic sur la diversification, vraiment orienté sur ce volet-là, qui sera disponible en ligne courant mars. Donc, ne le cherchez pas dès maintenant, mais on vous en informera rapidement dans les jours ou semaines qui viennent. Vous dire que de façon plus large, il existe des dispositifs et des accompagnements sur des audits 360. Audits 360 qui balayeront effectivement l'aspect stratégique, l'aspect financier, l'aspect organisationnel et industriel, l'aspect environnemental, comme on l'a vu, qui sont des points importants et créateurs d'opportunités, avec des dispositifs à votre disposition, comme le parcours régional Industrie du Futur, qui pour le coup un diagnostic de 5 jours financé à 100%. Vous connaissez aussi peut-être moins dans cette démarche de diversification, mais sur une approche plus peut-être industrie du futur et compétitivité de votre entreprise au travers du programme Industrie du Futur de GIFAS, mais qui couvre un champ audit 360 en amont. On peut citer aussi, qui n'est pas sur la planche, le rebond industriel de BPI France. Lorsque vous aurez, et si vous réalisez ce type d'audit-là, ça vous ouvrira potentiellement la possibilité de mobiliser un pass relance aérospatiale, dans la continuité des différents passes que vous avez pu connaître, qui sera là dédié à la mobilisation d'expertise externe, y compris sur le volet et peut-être principalement sur un volet développement commercial qui est indispensable aujourd'hui, mais également si c'est nécessite des investissements dans votre société, pouvoir les soutenir, et des études de faisabilité liées à de l'innovation, développement potentiellement de nouveaux produits. Ces dispositifs, on les veut aussi mobilisables rapidement. Donc, on vous le présentera plus en détail lors d'un second webinaire sur une nouvelle session que l'on organisera
dans les prochaines semaines et sur lesquels on reviendra pour vous en parler plus en détail. Et ensuite, quand même, finir pour vous dire qu'il existait, il préexistait un certain nombre de dispositifs que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, disponibles au sein de la région Occitanie, qui sont le contrat expertise pour l'expertise externe, le contrat de croissance pour de l'investissement matériel, le contrat innovation pour les projets d'innovation individuels ou collaboratifs, et le contrat export pour vous développer sur de nouveaux marchés à l'international. Je reviens donc sur ce que l'on évoquait sur l'aspect opération collective, parce que comme on le disait, c'est une démarche individuelle, mais je retiens aussi de ce qui a pu être dit par M. Morvan, c'est développer son réseau. Il faut aussi accéder à ces nouveaux réseaux, et nous, on souhaite être en partenariat avec l'ensemble des pôles et clusters de la région, qui sont justement très ouverts pour cette collaboration-là. Que ce soit le pôle Robiomed, le pôle Derby avec le cluster d'innovation qu'on a déjà cité, ou encore des clusters comme Totem ou Windoc et la communauté IDEO sur l'hydrogène. Tous sont mobilisés et tous sont vraiment intéressés pour travailler avec les compétences des entreprises aéronautiques, et on fera en sorte de les mobiliser et d'ouvrir justement leur réseau et les mettre à vos dispositions. Les opérations que l'on a ciblées sont sur certains secteurs d'activité, heureusement pour nous, qui vont recouper un petit peu ce qui a été dit auparavant, mais qui sont issus aussi d'enquêtes qu'on a pu réaliser auprès de vous, d'études que l'on avait menées par nous-mêmes, et aussi en s'appuyant sur les filières d'excellence de la région naturellement. Les typologies d'opérations, d'animation, d'événements que l'on a ciblés, ce seront des événements qui facilitent justement cette mise en réseau et l'accès à des nouveaux donneurs d'ordre, parce qu'il n'est pas toujours évident, surtout de façon collective, d'appréhender avec plusieurs entreprises ou dizaines d'entreprises pour solliciter toujours une même personne, un même directeur achat. Donc, au travers de ces événements, on pourra aussi organiser quelque part cet accès et ces rendez-vous avec ces personnes-là au travers de salons, conventions d'affaires ou encore des partenariats que l'on aura noués pour appréhender des défis technologiques. Vous dire aussi que donc on abordera, ce sera sur différents secteurs d'activité qui sont des événements organisés par ces partenaires ou l'agence ad hoc directement. Mais pour mieux les appréhender, on vous accompagnera en amont, et en fonction de chacun et chaque typologie d'événement, l'accompagnement sera bien sûr adapté pour vous préparer à aborder ces opérations. Alors si on revient sur l'agenda à ce jour que l'on a identifié et qui pourra naturellement évoluer dans les mois qui viennent, on souhaitait vous faire une photographie, un instant T de ce que l'on envisage dans les mois qui viennent sur différents secteurs d'activité. Donc, comme je disais, grand secteur d'activité, l'énergie, l'environnement, mais bien sûr, il faudra appréhender les sous-catégories, la chaîne de valeur de ces secteurs sur lesquels on vous aidera. Arrivera dès le 1er avril, dans la continuité des 2 premiers webinaires sur l'éolien flottant qui ont été réalisés en mi-2020 et au dernier trimestre 2020, une journée avec les grands acteurs de la filière qui seront organisés autour de conférences, d'ateliers, dont un sera dédié à la diversification aéronautique et qui sera suivi en deuxième partie de journée, l'après-midi, autour de B2B, donc de rendez-vous d'affaires qui sont organisés, auxquels vous aurez accès. Ce sera une journée, du fait du contexte sanitaire, qui sera au format virtuel, même s'il était prévu initialement que ce soit en présentiel, mais comme vous, il faut s'adapter. Un deuxième salon sur lequel on sera présent, c'est le salon Synergie, donc sur les énergies marines renouvelables, qui se tiendra en juin 2021 à Nantes. Un salon qui aujourd'hui est encore prévu au format présentiel, mais dont on vous présentera et on vous enverra les informations sur un format potentiellement hybride entre le présentiel et le virtuel, sur lequel une convention d'affaires sera également organisée. Un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, a déjà été lancé par le pôle Eurospace Valley, et un certain nombre d'entre vous se sont manifestés tant pour y participer en tant que visiteurs qu'exposants. Donc on aura une présence régionale avec Windoc et le pôle Eurospace Valley et l'agence et la région sur ce salon.
Un autre grand salon incontournable dans le domaine de l'environnement et qui touche vraiment l'ensemble des domaines de l'environnement, que ce soit des déchets, de l'eau, des énergies naturellement, mais aussi de l'habitat urbain, le bâtiment durable ou la gestion des risques. Une grande délégation régionale qui seront présents avec 2 pavillons qui représenteront 400 mètres carrés au final. Des conventions d'affaires qui seront organisées. Aujourd'hui, le périmètre d'intervention, comme on vous dit, on le construit. Donc l'offre pour les entreprises aéronautiques n'est pas encore construite aujourd'hui, comme ce sera le cas pour certains événements qu'on vous présente aujourd'hui. On vous tiendra informé, bien sûr, des périmètres d'intervention, de type d'accompagnement que l'on vous proposera sur ces salons. Enfin, le dernier sur ce secteur d'activité, Energaia, donc sur l'ensemble des énergies renouvelables, un forum européen autour de cette thématique organisé à Montpellier les 8 et 9 décembre 2021. On l'espère cette année en présentiel. On est passé en 2020 et on vous avait informé de cela en fin d'année, un format virtuel sur lequel on pourra vous mettre en relation avec des parcours aussi spécifiques en fonction des sous-secteurs de l'énergie qui pourraient vous intéresser pour vous faciliter justement l'accès à ce salon et à ce forum. Sur le thème de la mobilité au sens large, donc on va traiter, quand on dit mobilité au sens large, c'est effectivement le ferroviaire, mais c'est la mobilité intelligente et durable, donc très en lien avec ce que vous pouvez connaître et les compétences que vous avez pu déjà développer jusqu'à présent. Une initiative qui va venir rapidement dans les semaines, mois qui viennent, en tout cas sur le premier semestre, en partenariat avec Totem, donc sur un challenge technologique innovation pour faire émerger des projets d'innovation en lien avec des problématiques et enjeux couverts par des donneurs d'ordre de la filière de la mobilité. Un appel à la manifestation d'intérêt, en tout cas une information push vous sera également envoyée. Un grand salon dédié justement à cette mobilité intelligente se tiendra en fin d'année à Hambourg, où l'ensemble des partenaires de la région souhaitent se mobiliser parce que ça donnera lieu à une autre organisation en 2022 où on accueillera ce salon-là sur Toulouse. Et donc, on va mettre en place une délégation importante lors de cet événement en fin d'année. On est encore en cours de construction là aussi. Donc, on vous enverra les informations. Le CIFER, c'est en partenariat avec Totem. Donc là, un salon sur lequel on a déjà communiqué et certains d'entre vous ont pris part, ont déjà prévu de s'y rendre tant en visiteur qu'en exposant. C'est l'occasion de participer avec une délégation régionale des acteurs de ce domaine-là pour créer des liens, mais parce qu'on le sait, à l'international, on crée des liens finalement plus facilement même avec des partenaires locaux, mais aussi bien sûr appréhender les partenaires et internationaux sur ce salon-là, avec une offre visiteur qui vous a déjà été envoyée et que l'on vous renverra suite à ce webinaire. Une autre manifestation qui se tiendra, elle, à Toulouse en fin d'année, mois de décembre, du 7 au 9 décembre, le Mobility Solution Show, donc autour de la mobilité urbaine et périurbaine, qui sera associé à 2 autres événements, des CIELEC et le Huawei's Industry Show, je crois, pour être précis, où il y aura également des conventions d'affaires avec les acteurs de la région, des conférences sur le sujet, pour appréhender justement ces chaînes de valeur, les enjeux technologiques et commerciaux et débouchés potentiels et opportunités qu'il pourrait y avoir dans ce domaine-là. La mobilité urbaine et périurbaine étant une continuité aussi de l'ensemble des mobilités que l'on connaît. D'autres secteurs d'activité peuvent présenter des opportunités. Le secteur du numérique au sens large, on a souhaité vous faire part aussi de cette initiative qui est en partenariat avec le Pôle Aerospace Valley et la société ADE et ADOC, naturellement,
en juin 2021 autour de l'intelligence artificielle et l'innovation par la donnée. Donc là, deux façons aussi de l'aborder, c'est des besoins pour vous en tant qu'entreprise aéronautique, de développer des solutions en termes d'IA et d'exploitation de votre donnée, mais aussi pour ceux d'entre vous qui étaient déjà positionnés sur ces technologies-là d'intelligence artificielle destinées aux entreprises aéronautiques, d'adresser d'autres secteurs d'activité, car c'est une manifestation qui est transsectorielle et sur laquelle vous pourriez identifier et initier des nouvelles relations et élargir votre réseau dans le domaine. Sur le secteur du nautisme et du naval au sens large, nous organiserons au mois de novembre la convention d'affaires B2C qui s'adosse au Salon du Littoral, salon international dédié justement au naval et au nautisme. Donc là, où tous les grands donneurs du domaine seront présents, là encore une fois associés effectivement à des séances d'exposition et des conférences. Ensuite, sur ce domaine-là du nautisme, le grand salon incontournable, le Mestrade, qui se tiendra à Amsterdam du 16 au 18 novembre, sur laquelle une délégation régionale sera présente et on vous donnera effectivement l'opportunité de participer avec nous à cet événement. Et enfin, pour finir, vous indiquer que l'on organisera certainement aux alentours de mai ou juin un webinaire sur le sujet, sur le secteur de la santé. Et comme le disait M. Luancy, en focalisant plus spécifiquement sur le domaine des dispositifs médicaux, pour vous présenter le secteur, les chaînes de valeur du secteur, comment est organisé aussi le secteur en région et les opportunités que vous pourriez y trouver, mais aussi aborder le point dur de la réglementation des barrières à l'entrée que représente la réglementation et essayer d'aborder et vous expliquer aussi ce processus de certification, comment procéder, quels sont les prérequis, les exigences, et peut-être en fonction des classes de dispositifs médicaux, certains seront plus adaptés à votre développement. Je vais laisser maintenant poursuivre donc Philippe Walter du pôle Aerospace Valley pour aborder d'autres points, d'autres actions qui vous seront proposées. Bonjour à tous et merci Stéphane. Donc pour continuer sur cette liste en fait d'événements, ça a été mentionné tout à l'heure, donc les pôles et les clusters sont naturellement bien placés pour échanger entre acteurs de différentes filières. Et donc de la même façon qu'on l'a déjà fait avec Agri Sud-Ouest Innovation pour l'événement de janvier, on est en train de positionner des événements à hauteur environ de 1 par mois sur les prochains mois, avec les pôles Derby pour la partie énergie, Agri Sud-Ouest pour approfondir finalement des problématiques propres aux coopératives agricoles, et puis le pôle Eurobiomed sur les phénomènes de la santé. Pardon. Donc dans les prochaines semaines, en fait, on va publier aussi quelques nouvelles dates et opportunités donc d'appréhender ces marchés et ces problématiques et de rencontrer les acteurs correspondants. Voilà. Alors après, une autre opportunité en fait qui vient en complément de ce qui a été présenté par Stéphane, c'est aussi la possibilité de faire des achats groupés d'études de marché très ciblées. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le bandeau que vous avez juste en dessous là illustre quelques secteurs au sein duquel, pour rebondir sur ce qu'a présenté Olivier Luancy tout à l'heure, on peut descendre de manière progressive sur des cibles très précises. On a, côté Aerospace Valley, donc on a travaillé avec un broker en fait, d'études de marché qui traditionnellement travaille plutôt avec des grands groupes, mais qui en l'occurrence est prêt donc à vous faire profiter, vous PME, d'une offre d'achat groupé qui est présentée donc là sur le slide qui est affiché en ce moment, donc qui permet donc d'avoir des tarifs préférentiels pour des achats groupés de 5 ou de 10 licences à des tarifs qui sont assez attractifs. Voilà. Donc ce qu'on souhaiterait en fait aujourd'hui, c'est avoir un peu votre retour sur l'intérêt qu'une telle démarche peut présenter, sachant que
Ce que je présente ici, c'est ce qui a été discuté avec un broker. Il y en a bien évidemment bien d'autres, donc c'est une démarche qui pourrait être étendue. Voilà, merci. Et je vais passer la parole maintenant donc à Jean-Philippe Mounier d'ADOC, je pense pour un petit récapitulatif de où trouver l'information. Merci Philippe. Bonjour à tous. En fait, donc 2 slides. Un premier slide qui simplement c'est un rappel par rapport aux informations que vous pourrez retrouver sur une page qui a été dédiée à ça, sur la diversification des entreprises aéronautiques sur le site d'ADOC. Vous aurez sur ce site des éléments liés à l'autodiagnostic dont vous avez entendu parler, mais qui sera certainement un petit un petit rappel des facteurs clés de succès ou des choses qu'il faut bien penser à travailler dans ces mécanismes lorsqu'on est en démarche individuelle. Vous retrouverez sur ce site aussi l'agenda. L'agenda, c'est toutes les actions collectives qui vous ont été présentées par Stéphane et qui vous permettront d'accéder à un certain niveau d'information par rapport à ces démarches et vous permettre bien évidemment de nous contacter si vous êtes intéressé. Et vous retrouverez aussi sur ce site ce qui vous a été évoqué, des dispositifs financiers, des éléments sur les dispositifs financiers qui peuvent être adossés à ces pratiques d'études de diversification en mode plutôt accompagnement individuel. Bien évidemment, les éléments aussi présentés par Nadia Pelfic sur le plan de la relance de la région Occitanie et les principales mesures de soutien sont disponibles sur le Entreprendre pour lequel elle a déjà cité le lien. Voilà. Et sur la poursuite donc des actions, mais on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous puisque normalement, je dirais dans le lien, dans la partie du lien de notre, mais on vous l'enverra aussi éventuellement par mail, on va mener à bien une enquête qui visera quand même à mieux appréhender les besoins que vous avez dans ces démarches de diversification d'activités. Ceci pour consolider les futures actions que l'on pourrait mener, en dehors même de celles qui vous ont été présentées sur les types collectifs, c'est-à-dire les salons, les conventions d'affaires. Ça pourrait nous amener donc à organiser des temps d'échange entre vous, de pair à pair, sur la thématique de la diversification aéronautique, c'est-à-dire la capacité que vous pourriez d'avoir d'échanger. Nous, on organisera simplement ces moments en choisissant des thèmes qui vous semblent les plus intéressants. Et aussi, bien évidemment, ça viendra enrichir quelque chose qu'on va vous proposer, qui a déjà été cité par Stéphane, potentiellement donc le 24 mars à 11h, un webinaire dans lequel là, on va être beaucoup plus sur l'appui à la démarche individuelle, c'est-à-dire comment on travaille effectivement en interne son approche vis-à-vis de la diversification. Et on va essayer donc d'avoir ce jour-là essentiellement des retours d'expérience menés soit par des entreprises, soit éventuellement par des consultants qui accompagnent des entreprises. Et on parlera bien évidemment des outils de diagnostic, mais surtout des éléments clés à prendre en compte dans ces démarches, de façon à ce qu'on puisse partager les méthodes et éventuellement vous enrichir dans votre propre démarche. Et dans ce même webinaire, on reviendra peut-être un peu plus en détail aussi, si nécessaire, sur les dispositifs de soutien financier, parce qu'ils ont été abordés, mais c'est vrai que souvent, ça mérite quand même d'avoir un peu plus d'éléments d'information. Voilà, donc c'est quelque chose de l'invitation sur ce webinaire partira certainement en milieu de semaine prochaine et vous sera adressé. On cible donc vraiment là des entreprises qui rentrent, on va dire, dans une stratégie de diversification ou qui sont déjà, mais qui nécessitent effectivement des points d'information complémentaires sur la démarche individuelle. Voilà. Merci, merci Jean-Philippe. Merci à tous pour votre attention. Donc, on va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, certains d'entre vous ont posé des questions. N'hésitez pas à en envoyer d'autres. Juste vous dire que ça y est, on a bien mis publié le lien vers l'enquête. Donc, on vous la renverra effectivement cette enquête en suivant du webinaire. Mais n'hésitez pas à vous contacter, à vous connecter dès maintenant si vous voulez. Vous consacrez quelques minutes, 5 minutes suffiront pour la compléter. Alors, en ce qui concerne quelques questions qui nous sont arrivées, c'est effectivement, on sent qu'il y a une demande au niveau de la recherche d'informations. Et donc, l'étude, en tout cas la présentation de l'étude de M. Luancy donne lieu à quelques questions. Alors, bien évidemment, des questions, pourquoi pas tel secteur,
Mais aussi une question un peu plus opportuniste, c'est finalement, est-ce que ces données sont publiques ou c'est qu'on peut les trouver? Et donc voilà, est-ce que Monsieur Lancy, vous pouvez amener une réponse à ces questions? Alors, je vais me mettre, vous m'entendez normalement et je vais mettre ma caméra. Voilà, c'est toujours plus agréable de parler comme ça. Alors oui, ces données sont publiques, hein. D'abord, on va vous partager les planches, hein, qui ont été sélectionnées pour cette présentation. Et puis, vous trouverez un peu plus de matériaux sur le site de PwC et je peux faire passer le lien aux organisateurs du webinaire pour qu'ils vous le transmettent. Ça, c'est pas un souci. Je vous remercie de vos commentaires, mais je dirais encore une fois, ce sont des pistes qu'on souhaitait partager avec vous, et il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire c'est une première étude qu'on a faite. Je suis intimement convaincu. On a testé une méthodologie combinant une analyse de nos importations pour voir où on pouvait être vulnérable en France et puis les avis des donneurs d'ordre. Donc, c'est une démarche hybride. C'était la première fois qu'on faisait ça sur ce type de sujet. On la referait aujourd'hui aux enseignements. On serait sans doute, et c'est ce que je vous invite à faire pour vous, hein, beaucoup plus fin sur un certain nombre de catégories. Hein. Je vous ai cité les équipements automobiles avec les exemples d'Enjoliver. Les équipements automobiles comme catégorie d'importation ne sont pas pertinents. C'est beaucoup trop large pour une stratégie de diversification. Il faut rentrer un peu dans le dossier. Voilà un peu les deux éléments de réponse que j'aurais à vous donner. Très bien, merci. Une autre question. Alors, il y a eu quand même une petite série de questions concernant l'énergie, les énergies renouvelables. Pourquoi ce n'est pas forcément apparu dans les premières présentations, dans les deux premières présentations? Bon, je pense que la réponse on l'a effectivement, puisqu'il y a peut-être un tropisme occitan aussi à ce type de démarche, puisque ce sont des secteurs que l'on travaille beaucoup. On a aussi une question concernant des marchés étatiques tels que le secteur de la défense. Qui a été évoqué dans ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à ça? C'est-à-dire, est-ce que ça reste un marché intéressant vis-à-vis de la diversification? Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait juste évoquer en quelques mots cette partie-là? Oui, moi je l'ai évoqué en l'occurrence comme n'étant pas potentiellement une solution, pas sous l'angle technique, parce qu'il y a effectivement des choses à faire dans le marché de la défense, mais plutôt sur une logique temporelle. C'est-à-dire quand vous rentrez dans ce type de marché, vous en avez pour, on va dire au moins 5 ans, pour pas dire 10 ans avant que vous fassiez une activité vraiment industrielle sur le sujet. Donc, si on est sur une étude ou trouver une opportunité d'étude, il y a toujours des choses à faire. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la DGA ou dans ce sens-là, surtout sur des petites entreprises, il y a moyen de trouver des choses. Mais ça reste, à mon sens, marginal. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs de l'aéro qui se bousculent dans un marché qui est extrêmement faible. Et à l'époque où les programmes, à l'heure actuelle, sont en plus en phase entre l'Eurodrone qui n'est pas vraiment lancé, le SCAF qui essaye de se lancer mais qui n'est pas lancé. Inutile de vous dire que c'est pas en ce moment qu'il faut se positionner sur le Rafale, où vous avez une supply chain qui est déjà existante, qui fonctionne et qui vit avec une cadence relativement faible. C'est pour ça qu'il y a toujours des opportunités sur tous les marchés. Mais il vaut mieux regarder des marchés sur lesquels qui sont en fort développement que des marchés sur lesquels il existe déjà une supply chain qui est difficile, qui est la même que celle sur laquelle vous êtes. Donc, dans ce cas-là, c'est pas une diversification, si vous voulez. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des opportunités et il ne faut pas hésiter à le regarder. Peut-être en complément sur… Ah, excusez-moi, allez-y, monsieur. Non, alors, du coup, en complément, je voulais juste dire que la question du secteur de la défense s'est posée. Mais tout dépend comment on l'aborde. Le secteur de la défense n'est pas un secteur à proprement parler. Il y a un certain nombre, c'est classifié en un certain nombre de sous-catégories d'achat au sein du ministère de la Défense et qui vont du domaine effectivement du transport au sens large, dont le volet transport terrestre, aérien ou maritime, mais également le domaine de l'énergie, le domaine des télécommunications, de l'informatique, de l'habillement avec les habillements spéciaux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un marché à aborder, mais le marché de la défense à proprement parler ne peut pas être cité et abordé d'un seul tenant. Stéphane, Philippe Walter, là peut-être pour compléter, et pour revenir sur ce que disait Pierre-Yves, le marché de la défense, ça peut présenter quelques opportunités, donc quelques coûts court terme, mais en aucun cas, c'est vraiment une stratégie de diversification au sens structurel et long terme, quoi.
Après, ce qui peut motiver peut-être l'intérêt d'un certain nombre d'entre vous aujourd'hui, ce sont les annonces sur les avances de commandes finalement. Mais ça n'est que du déplacement de charge, ça n'est pas de l'augmentation de charge. Donc, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves, il faut vraiment chercher dans une perspective de moyen long terme, ce sont les domaines en explosion, quoi, en fait. Voilà. Après, malgré tout, pour les personnes que ça peut intéresser, au sein d'Aerospace Valley, donc on a une correspondante en fait, de la DGA, donc qui est Christelle Doudiz. Donc pour les personnes qui seraient, enfin, qui malgré tout, ou dans tous les cas, en tout cas, seraient intéressées pour en savoir plus sur la DGA, je vous invite à vous rapprocher de Christelle Doudiz, Doudiz, D-O-U-D-I-E-S, @aerospaceValley-com. Peut-être mettre dans le chat son adresse mail, Philippe. Pardon? Si tu peux mettre son adresse mail dans le chat. Dans le chat, ok. Toujours sur une partie qui concerne plutôt la vocation accès à l'information, j'ai une question qui s'adresse, je pense, directement à Philippe. Pour les études de marché qui ont été présentées, il est indiqué que les grands groupes sont exclus. Est-ce que aussi le cas pour les ETI? Je pense que c'est pour toi, Philippe. Et alors, je pense que tout se discute là. En fait, l'organisme par lequel on est passé n'a pas accès au marché des PME, quoi. On va dire autrement, vu les tarifs pratiqués habituellement, il est plus habitué à travailler avec des groupes type Airbus, Safran, etc., quoi, dans notre domaine à nous. Donc, il est prêt effectivement à faire des tarifs préférentiels pour des achats groupés, pour des entreprises qu'il n'aurait pas eu comme clients par ailleurs. Alors, je pense que dans l'ETI, on va pouvoir discuter, quoi. Donc, en tout cas, pour pouvoir discuter, on a besoin de nous d'avoir des marques d'intérêt, hein, parce que si on a suffisamment de demandes, je pense qu'on aura un retour. Si on n'en a pas, on n'en aura pas, quoi. Alors, toujours un questionnement plutôt de façon globale sur un marché, le MRO-MCO, a priori. Est-ce que c'est un marché qui est ciblable, pas ciblable, en fonction, bien évidemment, de cette démarche? Il y a quelqu'un qui peut éventuellement répondre. À chaque fois, je me tourne vers les… Non, mais le marché, il est saturé, si vous voulez, complètement. Aujourd'hui, les compagnies aériennes, elles tournent pour le mois dernier à 20-25% de leur activité. Donc, à l'instant T, il n'y a aucun besoin. Le marché est totalement surcapacitaire. Donc, le MCO, le MRO, qui peuvent être des tendances moyen long terme, il faut avant tout que les heures de vol reprennent. Donc, si vous regardez dans le militaire, il existe évidemment des heures de vol. Il y a une structuration avec le marché assez stable. Pour le civil, qui représente l'essentiel, le marché est complètement saturé. Quand vous tournez à 20% de l'activité, ben forcément, votre activité de chiffre d'affaires, en moyen long terme, hein, puisque c'est les heures de vol ou les cycles de vol qui vont vous déterminer directement l'activité MRO à terme, ben vous atteignez, si on continue à 20% d'activité de l'aérien, on va arriver sur 20% de l'activité du MRO. Donc, une fois encore, je pense qu'il y a, comme tout secteur, même dans l'aéronautique civile, dans le MRO, il y a toujours des coûts, des opportunités qui peuvent exister. Je pense que, y compris à l'heure actuelle, il y a des opportunités. Mais quand vous voulez avoir une opportunité sur un marché qui s'est réduit des 2/3, elles seront forcément moins nombreuses que sur des marchés qui sont en expansion. Donc, je pense que c'est très intéressant de vouloir aller dans la défense, vouloir aller dans les MRO, parce qu'on a l'impression d'être proche de ce qu'on connaît. C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai pour le MRO, hein, qui demande des certifications spécifiques, qui demande des modes de fonctionnement. Enfin, je veux dire, les process de réparation de composants sont souvent très différents des process de production de ces composants. Donc, vous avez des marchés qui sont tentants parce qu'ils semblent proches, si vous voulez, ça semble voisin. Mais en l'occurrence, c'est pas forcément la bonne idée parce que vous pouvez dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans un marché en récession. Donc, il faudra attendre que les heures de vol reprennent, qu'elles reprennent de manière durable. On parle donc de la même échéance que ce que vous ont vécu les optimistes ou pessimistes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je ne pense pas que ce soit encore, il existe forcément des coûts, des opportunités, mais ça sera forcément ponctuel. Peut-être juste compléter, rappeler effectivement le marché de la maintenance, puisqu'on le traite pas mal à l'export depuis une dizaine d'années au sein de l'agence. C'est vrai qu'il y a les difficultés évoquées par M. Morvan nous obligent à avoir à être très prudents sur ce secteur. Mais je voudrais juste rappeler que l'agence est toujours présente sur les grands salons aéronautiques, et notamment sur le salon de la maintenance aéronautique, le salon MRO Europe, hein, qui aura lieu cette année à Amsterdam. Et voilà, donc on est toujours aussi présent sur les grands salons aéronautiques, même si c'est vrai que l'objet de ce webinaire, c'est de poser des questions sur les actions collectives ou individuelles en matière de diversification. On sera présent à MRO Europe.
Oui, Stéphane, peut-être Philippe de nouveau, là, pour, encore une fois, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Yves précédemment, et sans tomber dans un discours noir, mais il faut bien comprendre là qu'à la base, c'est toute la chaîne du transport aérien quoi, qui est pénalisée. Donc, ce n'est pas simplement les constructeurs, et ça va être pénalisé pendant. Alors, ben, on n'a pas la boule de cristal et on peut discuter du nombre d'années, mais ça va être pénalisé de manière durable. Donc, globalement, le volume d'activité, lui, il est significativement réduit de manière durable. C'est ça qu'il faut retenir. Après, il y a un deuxième effet qui va se cumuler par-dessus et qui est en partie lié au même phénomène, c'est la pression sur les prix aussi, parce que selon la loi habituelle de l'offre de la demande, selon d'autres phénomènes qui se rajoutent, comment dire, une renaissance de la compétition sur les prix entre Boeing et Airbus à terme l'arrivée des Chinois, il va y avoir une pression sur les prix qui va être, je pense, quelque part pas dans la continuité ou incrémentale par rapport à ce qu'on a connu, mais qui va être plutôt en rupture. Et la somme de tout ça fait que quand on parle de diversification là aujourd'hui, il faut vraiment l'entendre au sens d'aller chercher de l'activité ailleurs, quoi, pas dans les domaines immédiats de l'aéronautique. Alors bien entendu que la démarche elle doit s'accompagner d'une compréhension de vos assets forts, quoi, différenciants, qu'ils soient humains, technologiques, capacités de production, foncier, j'en sais rien, enfin, quel qu'il soit, pour aller sur des choses où ces assets différenciateurs, ils ont un sens, mais pas en restant dans la proximité immédiate en fait des marchés liés au transport aérien. Non, parce que en plus, pour compléter, parce que vous avez tout à fait raison, pour compléter le potentiel résiduel des pièces, à partir du moment où vous avez la moitié ou les 2/3 des avions qui sont au sol, ces avions et ces moteurs, etc., ont un potentiel résiduel. Ce potentiel résiduel, c'est des choses qui ne sont donc pas utilisées à l'instant T, qui offrent une opportunité d'être utilisées par les compagnies aériennes, qui en plus sont exsangues financièrement. Donc la première chose qu'elles font, c'est consommer leur potentiel sur les avions existants, sur le matériel existant, avant d'aller acheter à l'extérieur. Donc elles sont dans une situation où le cash aujourd'hui est leur sujet prioritaire. Donc comme elles ont des assets, elles vont consommer ces assets avant d'aller en acheter de nouveaux. Très bien, merci. Nous avons, alors on va peut-être un peu changer de sujet, là, peut-être se tourner plutôt vers l'accompagnement individuel finalement. Il y a une longue question qui a été posée, alors je vais essayer quand même de la synthétiser. C'est en gros, lorsqu'on enclenche une démarche diversification, on s'ouvre à des secteurs qui sont relativement éloignés de l'aéronautique. Et donc, on doit intégrer effectivement, au-delà de la mise en avant des compétences, une acculturation assez forte, de façon à s'y positionner. Et du coup, la question qui est posée, qui est une question concrète, c'est comment on peut prendre en compte ce point avec en versus quand même une volonté d'avoir un ROI assez pas trop lointain, quoi, quelque part. Donc, est-ce que c'est une question qui paraît pertinente et qu'on abordera peut-être aussi au sein du second webinaire, mais qui est peut-être intéressante si vous avez quelques éléments de réponse par rapport à pour clôturer ce webinaire. Et quelques éléments. Alors, Monsieur Morvan, je vous laisserai compléter. Vous avez complètement raison de dire que c'est une démarche qui peut être sur du long terme et où les autres filières telles qu'elles sont organisées n'ont pas forcément attendu les entreprises de l'aéronautique aujourd'hui. Mais ce qui avait été dit, c'était vraiment d'identifier les sous-segments, sous-catégories de produits, les problématiques en fait de ces futurs clients potentiels, pour voir quelles réponses y apporter. Parce que si un besoin, et là je pense que je fais du plagiat de ce que pourrait dire Monsieur Morvan, si un besoin, une problématique est aujourd'hui déjà couverte, il n'y aura pas de solution à apporter, parce que vous n'aurez rien à apporter. Par contre, si vous adressez des solutions nouvelles qui permettraient d'améliorer la filière et le produit final, à ce moment-là, le ROI sera plus court, parce que vous allez développer un produit à façon pour un marché réel et qui sera sur du plus court et moyen terme. Par contre, toute la difficulté, c'est de l'identifier et de bien faire le travail amont de diagnostic, d'auto-évaluation, d'identifier
les compétences, mais aussi les moyens que l'on a à y consacrer. C'est ça, en fait, c'est tout à fait ça. C'est que vous avez deux manières d'améliorer le retour sur investissement qui est le ROI. Vous pouvez avoir une très bonne rentabilité sur un énorme marché ou vous pouvez tout simplement avoir des dépenses minimum au départ. Et donc, si vous avez une dépense minimum, c'est plus facile d'avoir un bon ROI que si vous avez beaucoup de dépenses. Pour ça, ça paraît trivial, mais du coup, une grosse partie se passe dans la préparation. Et une fois encore, si on veut viser un gros marché qui est facilement accessible, dites-vous bien que d'autres auront mis d'autres moyens pour y arriver. Donc, il faut à un moment avoir une approche où on se creuse un peu les méninges, où on a une approche subtile et intelligente. Vous êtes souvent les meilleurs pour connaître quelles sont les compétences, quels sont les talents, quels sont les points spécifiques de votre société, parce que vous les connaissez, maîtrisez, vous pouvez discuter avec vos équipes. Et du coup, de là, en ayant cette écoute sur le marché, il faut choisir ses combats. Et parce que pour avoir un bon ROI, il faut encore, voilà, on essaie d'avoir beaucoup, on essaie de dépenser peu. Au départ, je pense qu'il faut surtout dépenser finement, intelligemment. C'est-à-dire regarder comment je mets les moyens, les justes moyens, parce que si on met rien, ben, on obtient 3 fois ce qu'on a mis, c'est-à-dire 3 fois rien. Mais il faut donc quand même décider d'investir, décider de faire certaines choses. Ça peut être du temps, ça peut être une part du temps de ses équipes, du temps de l'interne, d'aide avec les collègues de la région ou autres. Mais il faut aussi réfléchir à ces sujets, les cibler, et puis travailler ces quelques points et avoir une démarche incrémentale en termes de dépenses. Donner confiance, donner envie aussi à ceux avec qui vous allez vouloir vous approcher. On ne peut pas faire un effet de seuil comme ça tout de suite avec 1 million d'euros qui se présente comme ça facilement sur la place, ça n'existe pas. Il y a forcément une phase d'approche et de compréhension, et donc la dépense doit être incrémentale en fonction. Très bien, merci. Une dernière petite question qui fait partie de notre ADN aussi sur ce territoire. Quid du démantèlement? Est-ce que c'est véritablement un secteur qui pourrait aussi donner lieu à des nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? C'est des questions difficiles. Hein, mais oui. Alors peut-être pour apporter quelques éléments, là, c'est peut-être paradoxal par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais de la même façon qu'effectivement les compagnies ont tendance à utiliser leurs avions existants jusqu'au bout, dans le même temps, il y a un certain nombre d'avions qui sont retirés de service, il y a un nombre d'avions retirés de service qui est qu'on n'a jamais connu, quoi. Ce qui amène effectivement à de la dispo de pièces, de la pièce de rechange de manière très importante. Alors, ce démantèlement, on a la chance d'avoir un acteur en région, en l'occurrence Tarmac Aerosave, qui travaille dessus. Ils sont conscients aujourd'hui que l'économie de leur action peut être améliorée. C'est-à-dire que la profitabilité en fait, de leur action peut être améliorée. Et donc, on devrait, suite aux itérations qu'on a avec eux en ce moment, on devrait, je pense, début avril, en fait, être en mesure de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour des entreprises qui auraient des solutions à apporter à des challenges particuliers qu'on exprimera d'ici, qu'on fera exprimer d'ici là, en tout cas, à Tarmac Aerosave. Très bien, merci pour ta réponse. Effectivement, ça fait partie des actions qui sont menées à l'heure actuelle, mais qui vous ont pas été forcément présentées parce qu'elles n'étaient pas objets de diversification. Quelque part, on a pensé que ces actions restaient dans la filière. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elles n'ont pas fait forcément l'objet de la présentation webinaire. Je dirais simplement pour conclure, donc il y a une question d'un administrateur du cluster Totem auquel on répondra à part, puisqu'il s'agit simplement de mise en relation. Et je tiendrai simplement à dire un message qui nous est arrivé. Merci pour la qualité des analyses et des interventions et pour le parler vrai. Voilà. Donc si tu veux conclure, Stéphane. Écoutez, sur merci à tous pour votre participation. On s'excuse d'avoir débordé sur le timing. Vous êtes encore malgré tout nombreux à être là. Je vais vous dire que, comme j'ai présenté en amont, on est à vos dispositions. Vous avez vu qu'on est une équipe globale dédiée à l'aéronautique, tant au sein du pôle Aerospace Valley, de l'agence que de la région, mais en lien direct avec l'ensemble des partenaires des autres filières, dont notre but aujourd'hui, on a conscience que c'est la difficulté de la crise, c'est la baisse de charge, c'est de faciliter, favoriser en tout cas un maximum le développement de vos entreprises à l'avenir et dans les mois et années qui viennent. Encore merci à tous.
On se retrouve donc rapidement et dès le 24 mars à 11 h pour un nouveau webinaire sur cette thématique-là. Au revoir. Au revoir à tous. Et merci beaucoup aux intervenants, M. Morvan et M. Lancy qui est déjà parti. Je m'excuse.